Ma femme a dit, tu n'es qu'un remplaçant. Tu n'es pas le partenaire idéal pour moi. Alors je suis devenu exactement ce qu'elle ne voulait pas. Elle disait que je n'étais qu'un PDG de père, comme si c'était quelque chose de dévalorisant. Mais quand elle a vu que cette entreprise appelée « famille » continuait de fonctionner parfaitement, même après qu'elle ait démissionné émotionnellement, c'est là que tout a changé. Je m'appelle Tom. J'ai rencontré Sarah pendant ma 2e année d'université. Elle était une étudiante en psychologie éblouissante, avec des opinions tranchées sur à peu près tout. Elle parlait avec passion de la rupture des rôles de genre et de la fin du patriarcat. De mon côté, j'étudiais la gestion, j'étais plus pragmatique et je travaillais à 2 emplois pour payer mes études sans m'endetter. Malgré nos différences, la connexion entre nous a été immédiate. J'étais attiré par sa passion, et elle semblait apprécier ma stabilité. Pendant nos années universitaires, nous avons commencé à sortir ensemble et, après avoir obtenu notre diplôme, nous avons emménagé ensemble. Nous nous sommes mariés à 27 ans et, à 29, nous avons été bénis par l'arrivée de nos jumeaux, Yann et Emma. Juste après l'université, j'ai décroché un emploi dans une firme financière, où je travaillais d'arrache-pied, des journées de 12 heures, des heures supplémentaires, et je ramenais souvent du travail à la maison le week-end. Tous ces efforts m'ont permis de devenir gestionnaire principal de portefeuille. Le salaire était bon, mais le prix à payer était élevé, un épuisement physique et mental constant. Pendant que je m'investissais corps et âme dans ma carrière pour subvenir aux besoins du foyer, Sarah traversait plusieurs phases professionnelles. Elle a commencé dans les ressources humaines, a ensuite tout quitté pour tenter sa chance dans le marketing, puis a décidé de devenir écrivaine freelance, se concentrant sur des sujets liés à l'univers féminin. Même si elle n'a jamais vraiment gagné d'argent avec ça, elle affirmait que c'était sa vraie passion et attendait de moi un soutien inconditionnel. Son blog est devenu son identité. Elle écrivait sur l'autonomisation des femmes, la rupture des attentes sociales et l'identification des schémas toxiques dans les relations. L'ironie de tout cela ne s'est révélée que plus tard. Pendant que je travaillais comme un fou pour faire vivre notre famille, Sarah assistait à des événements de réseautage, participait à des cercles de discussion entre femmes et s'investissait dans son blog qui, soit dit en passant, comptait environ 50 lecteurs. Et attention, je ne veux pas paraître amer, mais avec du recul, je réalise que j'assumais pratiquement toutes les responsabilités domestiques, me lever tôt avec les enfants, préparer le petit déjeuner, les aider avec les devoirs, aller aux réunions de l'école. Ce n'est pas que j'étais un père exemplaire, c'est juste que je n'avais pas le choix. Elle était toujours occupée par son parcours personnel. Pendant ce temps, j'enchaînais des semaines de 50 à 60 heures de travail, tout en m'occupant de nos enfants. Et pourtant, elle m'accusait d'être émotionnellement indisponible. Tout a commencé à s'effondrer un mardi après-midi ordinaire, sans rien de spécial au calendrier. Après une longue journée de 12 heures, bien que complètement épuisé, j'ai aidé Yann avec un projet de science et lu à Emma son histoire préférée avant de la coucher. En descendant à la cuisine, j'ai trouvé Sarah en train de faire la vaisselle. J'ai pensé lui proposer de regarder un épisode de série ensemble, l'une des rares choses qu'on faisait encore à 2. Mais, sans prévenir, elle a lâché. « Tu n'es qu'un remplaçant pour moi, Tom. Tu n'es pas mon vrai partenaire. » La phrase m'a frappé comme un coup de poing. J'ai eu le souffle coupé. Mais le pire, c'était son ton, calme, presque détaché. Comme si elle disait simplement qu'il n'y avait plus de liquide vaisselle, et non qu'elle venait de briser 10 ans de mariage en une seule phrase. Je suis resté là, figé, à la regarder laver les assiettes, sans même tourner la tête vers moi. Ma réponse est sortie tremblante, avec une voix que je ne reconnaissais même pas. Et elle ? Elle n'a même pas interrompu ce qu'elle faisait. Elle a simplement haussé les épaules et a ajouté. On sait tous les deux que ce mariage est mort depuis longtemps. Tu ne me stimules pas intellectuellement. Tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin en tant que femme dans ce monde. La brutalité de ces mots ne résidait pas seulement dans leur contenu, mais surtout dans leur froideur, sans émotion, sans regret. Comme si je n'étais qu'un accessoire utile pour élever nos enfants et non l'homme qui l'avait soutenu pendant des années, financé 3 changements de carrière, payé des retraites de développement personnel, et maintenu tout à flot alors que son blog ne rapportait même pas de quoi payer l'hébergement. Elle a continué. Je veux quelqu'un qui soit en phase avec mon énergie, qui comprenne mon évolution. Et elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si elle attendait que je reconnaisse combien elle avait grandi. Comme si mon ascension, de simple analyste à gestionnaire principal, ne valait rien. Elle n'a pas dit clairement qu'elle voulait partir, mais elle a parlé comme si elle me rendait service.
comme si sa sincérité était un cadeau, et que je devais la remercier de me rappeler qu'au fond, je n'étais qu'un baby-sitter de luxe, un distributeur automatique avec un numéro fiscal. Sans crier, sans pleurer, sans supplier, j'ai simplement hoché la tête et répondu. Je comprends. En sortant de la cuisine, j'ai entendu sa voix m'appeler. Tom, on ne va pas en parler. Mais, parler de quoi? Elle avait déjà exprimé sa position, de manière claire et inébranlable. Cette nuit-là, le sommeil ne venait tout simplement pas. Je me tournais et retournais dans le lit, repassant mentalement les dernières années. À quel moment avais-je cessé d'être important pour elle? Les indices étaient dans chaque petit détail. La façon dont son visage s'illuminait quand elle me voyait avait disparu. Les messages spontanés, pleins de blagues entre nous et de paroles de chansons qui me faisaient me sentir spécial, envolé. Les caresses et les baisers sincères étaient devenus de simples gestes mécaniques. Quand était la dernière fois qu'elle s'était vraiment intéressée à ma journée? Qu'elle m'avait demandé comment s'était passé le travail et écouté la réponse? J'ai essayé de me souvenir d'un moment où elle m'avait défendu devant ses amis. L'image qui m'est venue, elle, absorbée par son téléphone, en train de faire défiler son fil Instagram, partageant des posts sur « laisser derrière ce qui ne te fait pas grandir » et « avoir le courage d'être authentique », toujours accompagné de phrases comme « connais ta valeur » ou « n'arrête jamais d'évoluer ». Pendant ce temps, je m'occupais de tout ce qui concernait les enfants, les consoler après des cauchemars, préparer leur goûter, les emmener à l'entraînement de foot, les aider avec leurs devoirs, tout ça, en conciliant avec plus de 50 heures de travail par semaine. La réalité devenait de plus en plus évidente, son sourire, son enthousiasme, son énergie, étaient réservés à d'autres. Ses amies militantes, sa coach de vie qui facturait $200 de l'heure pour lui dire qu'elle se contentait de peu, et les femmes des communautés en ligne qui applaudissaient chacune de ses décisions, même les plus égoïstes. Et moi, j'étais là, relégué à un rôle secondaire. Et c'est à 3 heures du matin que j'ai eu le déclic. Après des années à essayer de la rendre heureuse, à soutenir chacun de ses nouveaux rêves, à porter seul le poids de la maison et de la famille, j'étais devenu une simple commodité. Quelqu'un qui ne suffisait plus à ses standards. À cet instant, j'ai décidé, il était temps d'arrêter d'essayer. Le lendemain matin, je me suis levé avant elle. J'ai préparé le petit déjeuner d'Emma et Diane, fait leur sandwich, rempli mes devoirs de père. C'est à ce moment-là que Sarah est descendue, portant le peignoir en soie que je lui avais offert pour notre anniversaire. Je ne lui ai pas demandé comment elle avait dormi. Je n'ai pas commenté l'ambiance. Elle m'a regardé du coin de l'œil, en silence, comme si elle attendait quelque chose. Peut-être pensait-elle que j'allais supplier pour de l'amour, m'excuser de ne pas l'avoir stimulée intellectuellement, ou promettre d'être plus présent dans son parcours personnel. Mais j'avais déjà pris ma décision. Si elle ne me voyait que comme un PDG papa, alors je serais exactement ça. Rien de plus. Rien de moins. Tu es bien silencieux ce matin, dit-elle, essayant de paraître détendue. J'ai haussé les épaules. J'ai beaucoup de choses en tête. Surtout liées au boulot. Toujours aussi naturellement, elle a continué. Tu veux parler de ce que j'ai dit hier soir? Je pense que c'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde, ai-je répondu, sans la regarder, tout en préparant le sandwich Diane. Je ne voulais pas te blesser, Tom, a-t-elle dit, avec ce ton condescendant qu'elle prenait quand elle se sentait émotionnellement supérieure. J'ai juste été honnête sur mon état actuel. Je te remercie pour ton honnêteté, ai-je dit d'un ton neutre. Maintenant, on sait tous les deux exactement où on en est. Cela l'a déstabilisée. Elle s'attendait à des larmes, à de la colère, peut-être à des promesses désespérées pour que je devienne l'homme idéal. À la place, elle a reçu une acceptation calme, qui l'a laissée sans réponse. Après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai adopté un nouvel état d'esprit. Je n'étais plus son mari. J'étais seulement le PDG de nos enfants. J'ai décidé qu'il n'y aurait plus de faveur. Plus de longues conversations sur à quel point sa journée avait été difficile. Plus question de déplacer encore les meubles du salon ou d'écrire un autre article pour son blog. Ce soir-là, elle est rentrée de ce qu'elle appelait une sous-réunion d'empouvoirment féminin, qui, en réalité, n'était qu'un moment où elle et ses amis se plaignaient de leur mari, pendant que j'aidais les enfants avec leurs devoirs. Elle est entrée, a jeté son sac de luxe payé par moi sur une chaise, et est restée là, debout, comme si elle attendait que je lui demande comment s'était passée sa journée. Sans rien dire, je suis allé vers mes enfants et leur ai dit. Je serai dans mon bureau, si vous avez besoin de moi.
Et je suis parti. L'expression de déception sur son visage était inoubliable. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un document intitulé « Stratégie de sortie ». J'ai commencé à lister tout ce que je devais faire pour me protéger, moi et les enfants. La première étape ? Appeler un avocat. Cet appel a marqué le début de notre nouvelle normalité. Plus de conversations anodines. Plus de messages dans la journée. Plus de petits services. Le dîner était uniquement centré sur les enfants, avec eux, je riais, je parlais, je me connectais. Avec elle, non. Si elle me posait une question, je répondais poliment, mais sans développer. « Ta journée s'est bien passée ? » « Oui. »« Tu as vu le mail de la maîtresse d'Emma ? » ?»« Oui. »« C'est réglé. » J'ai commencé à planifier mes week-ends de manière indépendante. Parfois, je sortais avec les enfants sans même dire où j'allais. Elle envoyait des messages pour demander où on était, et je mettais presque 1 heure à répondre par un simple. Je suis sorti avec les enfants. On rentre plus tard. J'ai aussi commencé à me recentrer sur moi-même. Pendant des années, Sarah répétait qu'après la naissance des enfants, je m'étais laissé aller, même si je me levais à 5 heures du matin pour travailler avant qu'ils ne se réveillent, que je préparais le petit déjeuner et faisais tourner toute la maison. Et, franchement, il y avait une part de vérité là-dedans. Mais ce que j'ai fait maintenant, ce n'était pas pour l'impressionner elle. C'était pour prendre soin de moi. J'ai commencé à aller à la salle de sport à l'heure du déjeuner, j'ai amélioré mon alimentation, changé de coupe de cheveux, acheté des vêtements qui m'allaient vraiment bien. En quelques mois, j'ai perdu quelques kilos et pris un peu de muscle. Rien de radical, mais c'était l'attention que je méritais. J'ai repris contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Déjeuner avec d'anciens camarades de fac, rejoint une ligue de basket du week-end, et recommencer à vivre comme quelqu'un qui avait une vie en dehors d'être le mari de Sarah et le PDG papa de nos jumeaux. Le premier samedi où je suis sorti seul avec les enfants, elle était assise sur le canapé, faisant semblant d'être absorbée par son téléphone, mais en réalité, elle regardait des vidéos sur « Comment poser des limites aux hommes ». « Où est-ce que t'étais » a-t-elle demandé, en essayant de paraître détendue. « Je suis sorti avec les enfants » ai-je répondu, en posant les clés sur le meuble de l'entrée. Ils voulaient sortir, alors on est parti. « Ça aurait été bien de savoir où sont nos enfants » a-t-elle murmuré, avec un ton un peu sec. J'ai haussé les épaules. « En général, t'es trop occupé avec ton blog pour venir avec nous. » « C'est pas juste » a-t-elle répliqué en se redressant. « Mon travail est important. » Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit. Bien sûr qu'il l'est. Maintenant, les enfants, allez vous laver les mains avant le dîner. Ai-je lancé, et ils sont montés en courant. Elle m'a suivi jusqu'à la cuisine. Qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis notre dernière discussion, tu agis de façon bizarre. Rien, ai-je dit, en sortant les ingrédients du placard. Je fais juste mon rôle de PDG papa, comme tu l'as demandé. C'est pas ce que j'ai voulu dire, et tu le sais. Elle a croisé les bras. C'était la première fois depuis des jours que je la regardais vraiment dans les yeux. Sarah, pour moi c'est clair, désormais, tu es juste ma partenaire de parentalité. C'est ridicule. Ce que je voulais dire, c'est que notre relation a évolué. Mais on peut encore être partenaire, dans d'autres domaines. Partenaire ? Du genre, colocataire qui partage la garde des enfants ? Message reçu. C'était la première fissure dans son plan parfait. Elle croyait pouvoir se détacher émotionnellement du mariage, me traiter comme un distributeur de billets et une nounou, et malgré tout continuer à profiter des avantages d'avoir un mari, quand ça l'arrangeait. Peu à peu, elle a commencé à comprendre que ça ne fonctionnerait plus. Pendant ce temps, j'ai eu mon premier rendez-vous avec un avocat sans rien dire à Sarah. J'avais besoin de connaître ma position légale. À ma grande surprise, l'avocat m'a dit que j'avais un dossier très solide pour obtenir au minimum la garde partagée, voire plus, étant donné mon implication active dans la vie des enfants. Il m'a conseillé de tout documenter, chaque événement scolaire auquel j'étais présent pendant que Sarah ne l'était pas, chaque rendez-vous médical que j'ai accompagné, chaque devoir que j'ai aidé à faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tenu un registre minutieux, avec date, heure et email d'enseignants tous adressés à moi, reconnaissant mon rôle de père présent. En plus, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté dans un compte qu'elle ne connaissait pas. Pas pour cacher des biens, tout serait révélé en cas de divorce.
C'était juste pour m'assurer d'avoir mes propres ressources financières. L'avocat m'a confirmé que c'était parfaitement légal, tant que je n'utilisais pas de fonds communs ni ne cachais d'actifs partagés. Avec le temps, Sarah a commencé à remarquer le changement. Elle tentait de lancer des conversations sur sa journée ou de partager des réflexions lues en ligne, mais je répondais par des hochements de tête ou des mots brefs. Elle s'est mise à porter des tenues plus provocantes à la maison, mais c'était déjà trop tard. Soudain, elle montrait de l'intérêt pour mes activités. Quand j'ai parlé aux enfants de faire du ski en hiver, elle a réagi avec enthousiasme. J'ai toujours voulu apprendre à skier. Mais je me suis contenté de la regarder, puis j'ai continué ma conversation avec Emma et Yann, ignorant complètement sa tentative de s'inclure. Environ 6 semaines après avoir instauré ce nouveau mode de vie, j'étais en train de lire sur le canapé quand elle s'est assise à côté de moi, bien plus près qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « Tu as maigri » a-t-elle commenté, en me regardant de haut en bas. « Oui » ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. « Tu as vraiment bonne mine » dit-elle, d'un ton plus doux. « Merci. Je me sens bien. » « Mais tu ne me regardes toujours pas » dit-elle, en posant la main sur mon bras. « On peut parler ?» J'ai l'impression qu'il y a une barrière entre nous. J'ai enfin levé les yeux et je l'ai vraiment regardée. « De quoi veux-tu parler ?»« De nous » répondit-elle, soulagée d'avoir enfin mon attention. « J'ai l'impression que tu t'es complètement éloigné. »« Je fais juste respecter les limites que tu as toi-même imposées » ai-je répondu calmement. « Je n'ai jamais voulu dire que tu ne comptais pas pour moi, ou que je ne valorisais pas ce qu'on avait. » Sa voix tremblait pendant que je restais silencieux. Puis elle a continué. « Je voulais juste exprimer à quel point je me sens déconnecté. Je n'ai jamais voulu que ça devienne quelque chose de permanent. » Après un moment de réflexion, je me suis levé et j'ai dit. « J'ai réfléchi à tout ça, et j'ai compris que tu avais raison. Nous sommes les PDG de parents. Et c'est exactement ce qu'on doit être, pour le bien des jumeaux. » Et je suis parti, la laissant assise là. Pour la première fois, elle est restée immobile, me regardant m'éloigner. Un soir, après avoir vu une amie profiter de vacances romantiques sur les réseaux sociaux, elle est rentrée visiblement agacée. J'étais dans le salon, en train de lire En forme, avec une apparence bien meilleure qu'au cours des dernières années. Elle s'est arrêtée devant moi, comme si elle attendait que je dise quelque chose juste parce qu'elle était là. « Tu agis bizarrement depuis des semaines » a-t-elle fini par dire. « Bizarrement ? Ouais, je sais pas différemment. » Distant. Comme si tu t'en fichais de faire fonctionner notre relation. J'ai fermé mon livre et j'ai répondu. « Je pensais que c'est ce que tu voulais. » Elle a cligné des yeux, comme si mes mots l'avaient blessée. « Tu as dit qu'on était juste les PDG de parents. C'est toi qui as choisi ça, ai-je rappelé, d'un ton neutre. Et pour moi, ça veut dire exactement ce que ça semble être. Et c'est pas ce que toi et ton groupe des empouvoirments défendez ? Être authentique ? » Elle est restée silencieuse. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est ravisée. On voyait bien qu'elle ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Elle pensait sûrement que j'allais la poursuivre, mendier de l'attention, me battre pour reconquérir quelqu'un qui m'avait déjà relégué au second plan. Ce n'est pas ce que je voulais, a-t-elle avoué, à voix basse. Je voulais qu'on travaille sur notre relation, pas qu'on l'abandonne. C'est marrant, ai-je dit, agacé, qu'en traitant quelqu'un comme un simple remplaçant, on ne crée pas vraiment l'envie d'investir émotionnellement, tu trouves pas ? J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas quand je te dis que je ne suis pas satisfaite, a-t-elle répliqué, en s'asseyant face à moi. Je t'écoute très bien, ai-je assuré. Message reçu. Elle m'a regardé longuement, jusqu'à exploser. Alors, après 10 ans de mariage, tu abandonnes comme ça ? L'ironie était si forte que j'ai failli en rire. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, froidement. À partir de cette nuit-là, la dynamique a changé. Elle a commencé à faire attention. À vraiment m'écouter. Elle semblait essayer de comprendre ce qui se passait. Elle choisissait mieux ses mots, comme si elle marchait sur des œufs. Et elle attendait que je brise la glace. Mais je ne l'ai pas fait. Petit à petit, elle a commencé à chercher mon attention de manière subtile. Elle me demandait si j'avais besoin de quelque chose du supermarché. Elle reparlait de séries qu'on regardait ensemble. Elle devenait plus directe. Et elle s'est même remise à porter ses lingeries oubliées au fond du tiroir. En plus de ça, elle s'est mise à défendre l'importance de l'énergie masculine dans la maison, un contraste total avec son ancien discours du genre « les hommes sont le problème ». Curieusement,
elle a aussi arrêté de poster ses phrases toutes faites sur les réseaux, comme « laisse derrière ceux qui ne te valorisent pas » ou « aime-toi toi-même avant tout ». Un après-midi, les enfants déjà couchés, elle m'a acculé dans la cuisine pendant que je terminais de faire la vaisselle. « Tu t'en fiches vraiment, hein ? » ?»« De quoi ? » ai-je demandé en posant la dernière assiette sur l'égouttoir. « De tout ça. De nous. » Je l'ai regardé bien en face et j'ai haussé les épaules. « Il n'y a pas de « nous ». Elle a serré les dents. « Donc tu es à l'aise avec la situation actuelle ? » Non. Mais je l'ai accepté. Tu as été très clair sur la façon dont tu me vois, comme un simple PDG de papa. Et tu penses que juste parce qu'on étiquette quelqu'un comme ça, il ne faut pas s'étonner si cette personne arrête de te mettre en priorité ? Elle a voulu répliquer, mais n'avait plus d'arguments. C'est elle qui avait détruit ce qu'on avait. Elle s'était convaincue que mon rôle était accessoire. Et maintenant qu'elle voyait que j'avais vraiment arrêté de faire des efforts émotionnels, elle commençait à comprendre les conséquences de ce choix. Elle voulait que je la poursuive, que je me batte pour une place qu'elle m'avait elle-même enlevée. Mais comme ça ne s'est pas produit, le vide entre nous a commencé à peser. Dans les semaines suivantes, ses efforts se sont intensifiés. Elle cuisinait, me demandait sincèrement comment s'était passée ma journée, m'écoutait. Elle proposait de s'occuper des enfants pour que j'aie du temps pour moi. Elle suggérait des soirées en amoureux, cherchait le contact physique. Mais c'était trop tard. Elle ne pouvait pas effacer ce que j'avais vécu. Ni ce que j'avais ressenti chaque fois qu'elle m'avait mis de côté, comme si je n'étais qu'un accessoire. Le comble a été le jour où je l'ai entendue au téléphone avec une amie. Sa voix était basse. Je ne sais plus quoi faire, c'est comme s'il avait complètement changé. On voit bien qu'il ne ressent plus rien. Je savais déjà de quoi elle parlait. Elle-même m'avait dit, il y a quelque temps, que si je m'éloignais vraiment, elle commencerait à se demander ce qui se passerait si je partais pour de bon. Et je répondais toujours. Si c'est de ça qu'on parle, moi, je n'ai jamais voulu divorcer. Je voulais juste que tu fasses un peu plus attention à moi. À ce moment-là, j'ai compris. Toute cette honnêteté sur notre relation n'était qu'une tactique manipulatrice. Elle pensait que, si elle me menaçait de partir, je courais derrière elle, que je ferais tout pour lui plaire. Mais j'ai décidé de ne plus jouer ce jeu. Et là, elle a paniqué. 3 mois après avoir accepté cette nouvelle réalité, j'ai su qu'il était temps de faire le dernier pas. Pas de scandale, pas de scène dramatique. J'avais besoin de clarté. De tourner la page avec un coup net. Un soir, une fois les enfants couchés, je me suis assis à la table de la cuisine avec une chemise cartonnée entre les mains. Elle était sur son téléphone, elle a levé les yeux, peut-être avec un peu d'espoir. « Il faut qu'on parle. » « Bien sûr, a-t-elle répondu. « Je veux divorcer. » Je l'ai dit sans aucune explosion émotionnelle. Pas de cris. Pas de larmes. Juste le silence. Elle m'a regardé, stupéfaite. « Tu es sérieux ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai hoché la tête et fait glisser la chemise vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement les papiers du divorce déjà remplis, mais aussi une série de documents prouvant que je me préparais depuis des mois. Des preuves que j'avais transféré 75% de mes primes récentes sur des comptes qu'elle ne connaissait pas. Des rapports détaillés montrant toutes les fois où elle avait choisi de penser à elle au lieu des enfants. Et des preuves que c'était moi qui assistais aux événements scolaires pendant qu'elle se perdait dans des retraites. La pièce maîtresse ? Une lettre de mon avocat. Elle expliquait que, vu ma situation financière et ma demande de garde principale, il était très probable qu'elle doive me verser une pension, et non l'inverse. Le visage de Sarah est devenu livide en lisant. « Tu ne peux pas être sérieux. Tout le monde sait que les tribunaux favorisent la mère. » Oui, les jeux interrompus quand la mère est présente. Toi, tu ne le es pas. Elle est restée sans voix. C'était clair, ce qu'il y avait entre nous était terminé. J'ai tout documenté ces derniers mois, ai-je dit calmement. Les professeurs me connaissent, moi. Pas toi. C'est moi qui les emmène chez le médecin, qui fait les devoirs, qui assiste aux réunions à l'école. Et toi, tu te perds dans ton blog et cette obsession de paraître comme une mère modèle. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré mon agenda, chaque événement scolaire, chaque rendez-vous médical, chaque réunion, tout enregistré depuis 6 mois. Qui y était, qui ne s'y est pas présenté. Et j'ai ajouté.
L'évaluateur de la garde n'aura qu'à regarder ça pour voir qui s'occupe réellement des enfants. Et ce n'est clairement pas toi. Mais j'ai besoin de temps pour arranger tout ça, a-t-elle balbutié. Tu sais que mon blog est sur le point d'exploser, mon train de vie coûte cher, mais je suis à 2 doigts d'un gros tournant. Tu dis ça depuis 3 ans, ai-je répliqué. Pendant ce temps, j'ai eu 2 promotions et j'ai déjà économisé assez pour garantir les études des enfants. Et toi? À part des publications sur Instagram expliquant à quel point tu te sens oppressé, qu'as-tu vraiment apporté? J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Mais cette fois, elles étaient vraies. Pas les fausses larmes qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Tom, s'il te plaît, on peut arranger les choses. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit ce soir-là. J'étais juste frustré. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise et j'ai pensé à voix basse. Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant que la possibilité de perdre ce qui te soutient devient réelle? Ce n'est pas pour l'argent. A-t-elle protesté. C'est pour toi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai failli rire. Pendant des années, elle m'a regardé avec mépris. Elle m'a ignoré. Et maintenant, soudainement, je deviens important. Pense aux enfants, Tom. Ils ont besoin de nous deux. De parents qui se respectent mutuellement, vraiment. On peut être des parents PDG, oui, mais qui se comprennent. Tu as été très clair, tu ne me respectes pas, ai-je répondu. Et pour toi, je ne suis qu'un PDG de papa. Donc c'est ce que nous serons, mais séparés. C'est là que son ton a changé. De la supplication à la menace. Je vais me battre. Je vais engager un avocat et je vais dire que tu prépares ça depuis des mois, que tu caches de l'argent. Vas-y, l'ai-je coupé. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. J'ai consulté 3 avocats, juste pour être sûr. Et d'ailleurs, j'ai enregistré cette menace, ai-je dit en tapotant légèrement mon téléphone, posé sur la table depuis le début. Enregistrement à consentement unilatéral. Menacer de faire de fausses accusations pendant une procédure de divorce ne passe pas très bien devant un juge. J'ai vu son visage s'effondrer. Elle savait qu'elle avait perdu. Les jours suivants ont été pathétiques. Elle a tout tenté, pleurs, supplications, tentatives soudaines de redevenir l'épouse parfaite. Elle préparait le dîner, me demandait comment s'était passée ma journée, essayait de me convaincre de revenir dormir dans notre lit, même si cela faisait des semaines que je dormais dans la chambre d'amis. Elle est même allée jusqu'à se débarrasser de ses amies féministes, quand elles ont commencé à faire leurs habituels commentaires dénigrants sur les hommes. L'une d'elles m'a même appelé, me demandant si j'avais fait quelque chose à Sarah, car elle m'avait défendu avec une telle véhémence qu'elle semblait être une autre personne. Mais le coup final est venu quand j'ai emmené les enfants rencontrer l'agent immobilier, nous mettions la maison en vente. Sarah n'avait pas été invitée à la réunion. Quand elle l'a découvert, elle a complètement perdu le contrôle. Tu n'as pas le droit de vendre notre maison sans moi. En réalité, si, j'en ai le droit, ai-je répondu calmement. Regarde le titre de propriété. Il est à mon nom uniquement. Ton crédit était trop mauvais pour qu'on puisse inclure ton nom dans le prêt, tu te souviens? À cause de toutes ces cartes de crédit que tu as explosées au nom du self-care. Je lui ai montré le titre. Son nom n'y figurait pas. On avait convenu de l'ajouter plus tard, une fois qu'elle aurait redressé sa situation financière. Mais elle n'a jamais rien fait pour y parvenir. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, en larmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où vais-je aller? J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Nous sommes simplement des parents PDG. Et pour être honnête, même ça, tu ne l'as jamais vraiment assumé, vu ton manque d'implication. Une semaine plus tard, elle est venue dans mon bureau. Elle suppliait. Disait qu'elle était prête à tout, thérapie de couple, abandonner son blog, trouver un vrai travail, tout ce que je voulais. Il est trop tard, ai-je répondu. Tu as décidé, il y a des années, que je ne méritais pas ton amour. Ce que tu n'avais pas prévu, c'est qu'avec le temps, moi aussi, je finirais par y croire. Le divorce a été rapide. Sarah n'a pas contesté. Elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat à la hauteur du mien, et elle savait que toutes les preuves jouaient en ma faveur. Le juge m'a accordé la garde physique principale. Elle a eu droit à un week-end sur 2, et un dîner par semaine. Je n'oublierai jamais l'expression de pur choc sur son visage lorsque le juge a rendu sa décision. Elle était convaincue que,
simplement parce qu'elle était la mère, elle aurait la garde, ignorant totalement son implication réelle dans la vie des enfants. La maison a été vendue au-dessus du prix attendu. J'ai utilisé ma part pour acheter un bien mieux situé, proche de l'école des enfants. 3 chambres, un grand jardin, et un bureau confortable pour travailler de chez moi quelques jours par semaine. Cela me permet d'être plus présent avec les jumeaux. Sarah, elle, a dû emménager dans un petit appartement d'une chambre, à l'autre bout de la ville. Elle a été forcée de trouver un vrai travail, un poste administratif de base qui couvre à peine son loyer. Et le blog? Il est devenu un simple passe-temps sans audience. La première fois qu'elle est venue ramener les enfants après un week-end chez elle, j'ai remarqué comment elle regardait ma nouvelle maison avec envie. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, un espace ouvert, une cuisine moderne, tout le confort. Mais désormais, ce n'était plus à elle. On dirait que les enfants aiment bien cet endroit, dit-elle sur un ton détaché. Oui, ai-je confirmé. Chacun a sa propre chambre. Et il y a un parc au coin de la rue. Elle a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Écoute, Tom, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je t'ai pris pour acquis, et maintenant j'en paie le prix, jour après jour. Il n'y a vraiment aucune chance, même infime, qu'on puisse essayer à nouveau. Pour les enfants? Pour nous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'y a pas de « nous », Sarah. Nous sommes juste des parents PDG. Et ce sera toujours comme ça. Ces mots l'ont frappé avec la même force que j'avais ressentie, moi, des mois plus tôt. J'ai vu l'espoir s'éteindre dans son regard, remplacé par la dure réalité qu'elle avait elle-même provoqué sa chute. Je viendrai chercher les enfants mercredi pour le dîner, dit-elle finalement, la voix vide. À 18h, ai-je confirmé. Ne sois pas en retard. J'ai refermé la porte, puis je me suis tourné vers mes enfants. Ma maison. Ma vie. Une existence qui, enfin, redevenait la mienne. Mise à jour. 2 années se sont écoulées depuis le divorce, et je suis enfin dans un bon endroit. Les enfants, qui ont maintenant 11 ans, s'épanouissent. Ils réussissent bien à l'école, font du sport et participent à plein d'activités. Actuellement, je sors avec une infirmière en pédiatrie que j'ai rencontrée lors d'un rendez-vous des jumeaux. Elle est tout ce que Sarah n'a jamais été, impliquée, présente et sincèrement intéressée par moi et par les enfants. D'après ce que j'ai entendu, Sarah a dû déménager dans un appartement encore plus petit. Son blog s'est éteint en silence. Ses amies féministes ont disparu dès qu'elle n'a plus pu financer leur brunch et atelier hors de prix. De temps en temps, elle m'appelle. En général après un rendez-vous désastreux ou une journée compliquée. Elle se plaint d'avoir tout gâché, d'avoir fait la plus grande erreur de sa vie. Et je lui réponds simplement. Je sais. Mais maintenant, nous ne sommes que des parents PDG. Et c'est tout ce que nous serons. Les enfants la voient un week-end sur 2. Mais eux aussi voient la différence. Un jour, Emma m'a dit. Maman est toujours sur son téléphone quand on est chez elle. Ici, à la maison, on passe vraiment du temps ensemble. C'est ça, ma vraie victoire. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas de voir Sarah subir les conséquences de ses choix. C'est de savoir que mes enfants apprécient un père présent. Un père qui se soucie d'eux. Un vrai père. Voilà mon histoire, Reddit. Si tu te sens ignoré, traité comme un accessoire dans la vie de quelqu'un, sache que tu mérites mieux. Tu mérites d'être valorisé. Parfois, la seule façon de montrer ta vraie valeur, c'est de te retirer de l'équation. Parce que le karma finit toujours par arriver. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que, bien souvent, on ne réalise la valeur de quelqu'un que lorsqu'il est déjà trop tard. Le protagoniste a tout fait pour sauver son couple, mais c'est seulement en prenant du recul que la vérité a éclaté. Au final, il a non seulement reconstruit sa vie, mais aussi assuré le bien-être de ses enfants. Et vous? Pensez-vous que le respect peut revenir après tant de mépris? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.